toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle étape de l'innovation qui est dédiée à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un événement qui est organisé en partenariat avec Le Monde, ADI, la région Nouvelle-Aquitaine, la communauté d'agglomération Grand Châtellerault et le RADEC. Avant de démarrer notre première conférence, je vais laisser le soin aux élus et aux partenaires de dire quelques mots d'introduction. Yves Roussel, vous êtes conseiller régional délégué à la responsabilité sociétale en Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous laisser la parole et vous avez un micro juste devant vous sur la table. Oui, bonjour, monsieur le vice-président, monsieur le directeur général de l'ADI, messieurs et mesdames les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, est ce matin même en réunion plénière à Bordeaux pour animer le conseil régional, donc il s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui avec nous. C'est toujours un grand honneur pour moi de le représenter, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Finalement, comment innover pour nous aider à réaliser vite cette transition écologique, sociale, sociétale et économique, reconnue maintenant comme indispensable et urgente. Répondre à cette question est l'objet de notre feuille de route Néoterra et de ces 11 principes environnementaux et sociaux qui guident la politique régionale d'attribution des aides, que celles-ci soient financières ou d'ingénierie. Feuille de route Néoterra qui guide les priorités du CPER, donc le contrat plan État-région, que l'on contractualise notamment avec Grand Châtellerault, mais aussi le SRDE 2I, le schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation, et enfin les contrats de territoire avec notamment l'agglomération. Ces trois contrats étant en cours de contractualisation, cette feuille de route est un guide pour tout le monde et c'est important. C'est un honneur, mais aussi après Guéret et Bidart au Pays Basque, un grand bonheur pour moi de lancer cet événement sur notre territoire de Grand Châtellerault, dont je suis le référent pour le conseiller régional, comme vous l'avez dit. Je remercie pour cela et au nom des bons équilibres territoriaux, tant l'ADI pour avoir choisi Grand Châtellerault pour cette nouvelle étape Novac de l'innovation, que M. Ablin, président de Grand Châtellerault, et son vice-président à l'économie pour avoir accepté de l'accueillir. La thématique qui nous est proposée ce matin est de réfléchir à la question suivante. Économie à impact positif, de la propriété à l'usage des biens, est-ce la fin de l'accumulation? En tant que délégué de la RSE, la responsabilité sociétale pour la Nouvelle-Aquitaine, je ne peux que me réjouir de ce thème choisi par la région, l'ADI et Grand Châtellerault. La RSE a effectivement comme question centrale la manière dont l'entreprise peut progressivement effectuer sa transition vers une économie à impact positif. Une économie à impact positif qui re-questionne la notion des biens, notamment la question des biens communs. Nous l'avons peut-être un temps oublié, mais le premier d'entre ces biens communs est notre planète Terre, planète nourricière dont nous commençons à comprendre qu'elle ne doit être la propriété de personne et que chacun d'entre nous doit en avoir à présent un simple usage, un usage raisonnable et parfois contraint dans l'exploitation de ses richesses. Ces richesses qui nous viennent de l'accumulation depuis 4,5 milliards d'années de ce qui la constitue et qui a permis et permet encore aujourd'hui la vie sur Terre. Les arbres et l'eau, par exemple, qui régulent notre climat, nous fournissent de l'énergie ou les minerais terrestres que l'on transforme en produits de consommation, pour ne donner que quelques exemples. Nous avons pris conscience aujourd'hui que nos modes de vie désaccumulent ces richesses beaucoup plus vite qu'elles ne se réaccumulent. Il va donc falloir innover et innover encore pour réajuster ces vitesses de stockage naturel et de déstockage humain. Et d'ici là, innover encore pour y pallier. C'est innover sur des matières en réutilisant plus nos déchets. Nous parlons d'économie circulaire. C'est innover pour la mise en commun de sites logistiques, par exemple, entre plusieurs entreprises pour limiter l'artificialisation de nos sols, dont on connaît maintenant les conséquences dramatiques en matière d'inondation et de biodiversité. Nous parlons d'EIT, écologie industrielle territoriale. C'est innover dans le transport pour diminuer la pollution et les émissions de gaz à effet de serre des camions de marchandises en utilisant le ferroroutage. Enfin, c'est innover pour rééquilibrer nos actes de consommation entre la tentation à vouloir posséder, parfois trop, pour souvent devoir jeter, et certaines habitudes nouvelles, notamment des jeunes générations, à préférer utiliser et partager ces mêmes biens.
Nous parlons ici de l'économie de la fonctionnalité. Je n'en dirai pas plus, car c'est l'objet de cette matinée des étapes de l'innovation Novac. Étapes qui permettent de sensibiliser, de témoigner d'expériences concrètes ou encore de mettre en relation des entreprises sur un territoire. Aujourd'hui, l'agglomération de Grand Châtellerault sur des sujets d'innovation technologique et sociétale. Aussi, je remercie à nouveau Grand Châtellerault d'accueillir cet événement et je cède la parole à son vice-président à l'économie, M. Drouin. Je nous souhaite une enrichissante matinée. Merci. Monsieur le conseiller régional, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du président Ablin, qui était obligé de répondre à l'invitation du préfet, nouveau préfet de département, donc il s'est invité à Châtellerault, et donc le choix de la date ne lui appartenait pas. Je suis très heureux d'accueillir cette manifestation sur le territoire de Grand Châtellerault. Merci aux équipes de l'ADI d'avoir choisi Grand Châtellerault et le monde pour nous permettre de réfléchir à toutes ces questions d'innovation, de prospective et de se mettre un peu la barre assez haute, je dirais, de manière effectivement à nous enrichir pour conduire nos évolutions. Grand Châtellerault est un territoire industriel, le deuxième territoire industriel de la région de la Nouvelle-Aquitaine. Un territoire industriel de longue date avec une histoire importante qui a marqué ce territoire et dont on voit encore les marques aujourd'hui dans son évolution. C'est un territoire qui a toujours fait preuve de résilience, avec une vraie capacité de rebond et d'adaptation aux différentes situations depuis le XVIIIe siècle, puisque c'est depuis ce moment que les choses ont franchement démarré. En conséquence, la révolution que nous vivons depuis quelques années et qui tente à se développer de façon plus accélérée n'est pas qu'industrielle. Mais elle impacte et impactera forcément nos entreprises dans le futur, dans sa dimension sociale. Nos chefs d'entreprise doivent penser différemment. Nos chefs d'entreprise doivent aborder différemment l'investissement, non plus dans sa dimension acquisition, mais dans sa dimension usage. C'est bien le thème qui va être abordé. En conséquence, nous pourrions voir apparaître de nouvelles formules de coopération où l'investissement collectif pourra être la réponse à l'usage que le chef d'entreprise veut en faire. Cette question, nous y réfléchissons et c'est clairement un axe de développement des compétences et de l'innovation dans les prochaines années. Les mots-clés, c'est collectif, usage, partage. Un autre domaine qui me tient à cœur, c'est la destination des bâtiments, c'est mon histoire professionnelle, avec des usages possibles et non seulement l'activité principale. Une grande évolution, une révolution dans la conception donc des bâtiments. Enfin, n'oublions pas un point important pour les entreprises. Mon voisin en a déjà parlé. Le futur jeune recruté accorde beaucoup d'importance à la dimension écologique, environnementale, sociétale. En conséquence, pour nos entreprises, c'est un véritable enjeu d'adapter leur modèle économique à moins de consommation de matières premières, la prise en compte de l'individu dans la société. L'intégration de la RSE dans la dimension économique de l'entreprise devient indispensable. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne matinée à tous. Merci, Monsieur Drouin. Enfin, on va passer la parole à Vincent Bost, ton directeur général d'ADI Nouvelle-Aquitaine. Oui, merci Julia, monsieur le vice-président, monsieur le conseiller régional, cher Yves. Mesdames et messieurs, donc je suis Vincent Bost, le directeur général de l'agence ADI. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à Châtellerault pour cette étape de l'innovation Novac dédiée à l'économie à impact positif et plus particulièrement à l'économie de la fonctionnalité. Donc ADI, nous sommes une agence de développement économique et de l'innovation. Nous avons une mission d'intérêt général dans le prolongement de celle de la région, qui a été le fondateur de l'agence et qui nous soutient financièrement pour porter nos actions. Et donc, portant une mission d'intérêt général, on se questionne et on a comme point central l'utilité et l'impact de nos actions sur le plan environnemental et sur le plan sociétal. Et donc, un événement comme aujourd'hui répond tout à fait à cet enjeu. Nous sommes confrontés, et vous l'avez dit, à de nombreux défis aujourd'hui, évidemment, sur le plan, avec un certain nombre de crises qui malheureusement se cumulent sur le plan géopolitique, climatique, environnemental, mais aussi économique. Et donc, en tant qu'agence de développement et d'innovation, nous essayons de
prendre notre part à la construction d'un avenir où des nouvelles solutions, des nouvelles réponses empreintes de davantage de durabilité, davantage de responsabilité peuvent inspirer des entreprises et des territoires de la Nouvelle-Aquitaine pour imaginer les réponses de demain. Parce qu'ADI, nous sommes évidemment au service des entreprises dans toute leur démarche d'innovation, de nature technologique et non technologique. Donc évidemment, les logiques de business model plus durables et plus responsables sont accompagnées par notre agence. Mais nous sommes également au service des territoires, car nous sommes absolument convaincus que c'est avec les territoires et sur les territoires que les initiatives se créent, se génèrent. Beaucoup d'initiatives sont portées par des entreprises, par des collectivités, par des associations, qu'il faut les mettre en visibilité, il faut en faire les valoriser, il faut les relier entre elles pour les accompagner et donc proposer, comme je le disais tout à l'heure, des réponses plus en phase avec les enjeux d'aujourd'hui, qui sont ceux du changement climatique et aussi du caractère fini des ressources naturelles. Et donc, pour toutes ces raisons, évidemment que le sujet de l'économie de la fonctionnalité nous est apparu comme un sujet tout à fait important à traiter, et donc en lien étroit, évidemment, avec les priorités qui sont celles de la région. Yves Troussel l'a rappelé dans le cadre de sa feuille de route Néoterra, mais aussi avec la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault, parce que les thèmes que nous traitons dans les territoires, donc nous avons parlé, vous avez parlé que nous étions allés à Bidart, nous sommes allés à Guéret récemment, aujourd'hui nous sommes à Châtellerault, nous irons bientôt à Bergerac en Dordogne. Les sujets que nous traitons, nous les traitons toujours en accord avec le territoire qui nous accueille. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je crois que le programme prend déjà un petit peu de retard. Je vois Julia qui me fait les gros yeux. Donc juste pour dire que la marque de fabrique de l'agence ADI, c'est bien d'informer, de sensibiliser les acteurs économiques, c'est de les mettre en réseau et puis c'est de les accompagner dans des projets à impact plus vertueux sur le plan économique, environnemental et sociétal. Je remercie Le Monde pour s'être associé à cette démarche. Le Monde animera une conférence qui va suivre avec beaucoup d'intervenants de très grande qualité que je remercie d'avoir répondu présent à notre appel. Je remercie évidemment la région qui nous a missionnés sur ce sujet de l'économie de la fonctionnalité. La région et l'ADEME. Donc nous irons dans les prochains mois sensibiliser, accompagner les entreprises, organiser des événements autour de ces enjeux de l'économie de la fonctionnalité, parce que nous y croyons beaucoup pour l'avenir économique et industriel de la Nouvelle-Aquitaine. Je remercie les intervenants, je remercie l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je nous souhaite également une très très bonne journée. Je remercie aussi les équipes de l'agence ADI qui ont œuvré et œuvrent encore pour la réussite de cette journée. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci à tous les trois. Merci Vincent Bost. Je vais vous laisser regagner la salle. Donc ce matin, vous l'avez bien compris, on va s'intéresser au modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui permet à des entreprises et des territoires de valoriser l'usage d'un bien et d'un service plutôt que sa propriété. Un modèle pour l'instant qui est surtout connu dans le monde du B2B avec des exemples très célèbres de Michelin, Xerox, Signify, dont deux de nos invités vont pouvoir témoigner. En quoi ce modèle peut-il apporter des réponses aux impasses du modèle productiviste et aux enjeux environnementaux, permettre à des secteurs traditionnels, de la TPE aux grands groupes, de se réinventer, de trouver de nouvelles perspectives de développement. Pour en parler, nos invités témoigneront de l'impact de l'EFC sur leur démarche d'innovation, leur métier, leur stratégie. Nous prendrons aussi de la hauteur pour resituer cette approche dans un moment charnière où les consommateurs sont en demande de solutions concrètes pour consommer autrement. De la hauteur aussi pour resituer ce modèle par rapport aux différentes trajectoires de business à impact. Pour accompagner nos débats, vous avez vu s'afficher à l'écran les dessins de Morgane Parisi, donc notre facilitatrice graphique du Studio Brou. Donc de temps en temps, vous verrez s'afficher à l'écran ces petits crocs. Elle va croquer nos invités. Bien entendu, l'esprit de ces étapes de l'innovation, c'est aussi de vous donner la parole, de vous permettre de réagir, de partager vos expériences, vos questionnements. Donc je vous donnerai très régulièrement la parole. Vous êtes une centaine dans la salle aujourd'hui.
A priori, vous êtes autant en ligne. Donc, pour les spectateurs qui nous regardent en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement. Agnès Champalonne, qui est juste là, se fera votre relais de vos questions. Donc, je vais vous demander d'accueillir nos 4 invités, Laurence Grandcola, Véronique Varlin, François Darcy et Gaël Keinec. Approchez, vous pouvez monter sur scène. Et peut-être qu'on va avoir un jingle pour les accueillir. Bienvenue à tous les 4. Donc on va prendre le temps ce matin quand même de poser les choses, de bien comprendre ce que recouvre ce modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Vous allez voir, en fait, il y a différents courants théoriques. Alors, on ne va pas faire un cours d'économie ce matin, je vous rassure. On va vraiment essayer à chaque fois d'illustrer au maximum par des exemples concrets d'entreprises qui sont rentrées dans cette démarche. Il y a quand même des bases à avoir. Voilà, comprendre un petit peu quels sont les différents courants théoriques, qu'il y a des modèles qui sont plus ou moins aboutis, plus ou moins sophistiqués, que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes si on est dans un business B2B ou dans du B2C. Laurence Grandcola, donc on va commencer avec vous. Vous êtes fondatrice de MySésame. Vous accompagnez et formez les dirigeants et leurs équipes à des modèles d'affaires plus durables et inclusifs, qu'on appelle donc aujourd'hui des modèles à impact. Vendre l'usage d'un bien plutôt que sa propriété. Est-ce que c'est ça l'économie de la fonctionnalité et est-ce que c'est aussi simple que ça ? Bonjour à tous, merci Julia. Oui, alors c'est bien résumé, malheureusement non, c'est pas aussi simple que ça. Derrière le concept d'économie de la fonctionnalité, il y a déjà, et ça peut paraître évident, mais je pense que c'est important de le redire, le sujet de la prise en compte de l'enjeu environnemental. Et si on pense l'économie de la fonctionnalité sans penser à son impact environnemental, déjà on a raté un peu la moitié du sujet. Donc il y a bien ce sujet de la prise en compte de la raréfaction des ressources notamment, de l'accumulation des déchets. Donc ça, c'est le premier élément qui est fondateur en fait, en tout cas dans l'acception que nous on a chez MySésame de l'économie de la fonctionnalité. Et donc derrière ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est effectivement dans un modèle qui va penser l'usage, mais presque plus que l'usage, c'est un modèle qui va penser finalement l'utilité du produit ou du service. Donc l'idée, c'est de se dire quel est le vrai besoin. Et donc ce que ça sous-tend en fait dans l'économie de la fonctionnalité, c'est qu'on va aller comprendre finement le besoin du bénéficiaire ou du client ou du consommateur pour pouvoir justement lui proposer un service, alors de location ou un abonnement, mais qui va permettre de répondre à son besoin réel, à son besoin d'usage, à l'utilité réelle qu'il va aller chercher derrière ce besoin, ce service ou ce produit. Donc ce que ça sous-tend, et du coup c'est là où ça complexifie un petit peu le sujet, c'est donc une compréhension très fine du besoin du bénéficiaire et donc une relation différente qui va se penser dans le long terme. Donc on va sortir aussi d'une approche souvent entre l'entreprise et le consommateur qui est un peu court-termiste, qui est transactionnelle, c'est je te vends un bien et puis voilà, ça y est, ciao, bye bye. Là on est dans une approche long terme parce qu'il va aussi avoir la vie potentiellement du produit qui va être prise en charge par l'entreprise et donc il va devoir s'assurer que ce produit dure, il est réparé, il est recyclé et donc on va aussi avoir une autre forme de complexité ou en tout cas une autre dimension dans l'économie de la fonctionnalité. Donc on a dit il y a une relation qui se pense dans le long terme, qui n'est pas transactionnelle, qui est vraiment avec une compréhension fine du besoin. Il y a un deuxième pilier qui est il va falloir penser les circuits logistiques aussi associés à l'usage du produit parce qu'il va être finalement à la main de l'entreprise d'aller potentiellement le récupérer, le recycler, le reconditionner. Donc deuxième élément qui vient donner un peu de corps à ce modèle. Et puis troisième élément, on a aussi un changement finalement de business model derrière. Et donc là aussi, c'est pas juste je pense un produit qui est un peu moins nocif pour l'environnement et je l'éco-conçois. Non, on doit aussi changer de modèle d'affaires. Et donc c'est des logiques de transformation qui sont assez profondes finalement pour les entreprises derrière cette notion d'économie de la fonctionnalité. Et peut-être qu'on peut l'illustrer par un exemple concret. Ouais, j'allais effectivement te demander de nous donner peut-être quelques exemples d'entreprises que tu accompagnes.
On peut prendre par exemple un exemple qui est assez emblématique et assez simple à comprendre et qui illustre bien, et qui d'ailleurs, ça me permet de dire qu'il y a un point aussi assez fondamental dans l'économie de la fonctionnalité que je n'ai pas mentionné, qui est celui de finalement la coopération avec d'autres acteurs, puisqu'on va vendre une capacité à faire, et généralement cette capacité à faire ou cette capacité d'usage, on ne peut pas forcément la porter seule en tant qu'entreprise si on ne vend pas le produit qui va derrière. Donc cette notion de coopération, et je prends l'exemple par exemple de Seb, puisque tous les gens dans la salle, à minima, savent faire cuire un œuf et ont déjà fait une raclette. Et donc, Seb a lancé un service d'économie de la fonctionnalité autour de la location d'appareils. On va prendre l'appareil à la raclette, comme ça parlera vraiment à tout le monde. Les vacances de ski sont pas très loin. Qui s'appelle Eurecook. Et en fait, on peut donc sur un site internet aller identifier l'appareil à raclette dont on a besoin, la durée et puis le point de retrait. On ne va pas acheter cet appareil parce que finalement, globalement, des raclettes, si on en fait 2 fois par an chez soi, c'est déjà pas mal. Mais on va avoir l'usage au moment où on en a besoin de cet appareil. Qu'est-ce que ça sous-tend derrière pour Seb? Ça sous-tend déjà d'avoir mis en place un circuit logistique qui va permettre déjà d'avoir des points relais. Donc là, c'est là qu'on a la coopération avec les acteurs. Ils se sont associés avec Casino, le distributeur, pour avoir du coup des points relais avec un maillage territorial qui soit suffisamment fin pour le consommateur. Ils se sont associés avec le réseau Envie. Et là, on voit qu'il y a une dimension derrière aussi, l'économie de la fonctionnalité, qui peut être une dimension sociale. Le réseau Envie, c'est un réseau d'insertion autour du reconditionnement et de la revalorisation de biens. Et c'est le réseau Envie qui a à la charge la récupération, le nettoyage, le reconditionnement de l'appareil raclette pour que quelqu'un après puisse l'utiliser. Donc là, on voit bien dans l'exemple de Seb la coopération multi-acteurs. On voit bien aussi le sujet du changement de business model. On n'est plus dans je vends un appareil raclette, mais je dois penser un modèle potentiellement d'abonnement pour avoir accès à la plateforme et qui me permet du coup de pouvoir louer les différents appareils culinaires dont j'ai besoin le moment venu. Et puis dans cet exemple, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils se sont mis du coup à créer une relation différente avec le consommateur, puisqu'on est dans une relation long terme, et puis à donner des exemples de recettes, de types de cuisine, etc. Et derrière, alors ça, ils ne l'ont pas développé, mais on pourrait imaginer en tirant le fil qu'on va développer une nouvelle approche servicielle en fait dans la relation avec le consommateur. Plutôt que d'être un vendeur de poils, demain, est-ce que je ne suis pas le nouveau coach? Alors, j'improvise un peu sur la stratégie de Seb demain, hein, je ne suis pas sûre qu'ils iront là-dessus, mais le nouveau coach culinaire. Enfin, en tout cas, l'économie de la fonctionnalité, elle vient tellement réinterroger la relation avec son bénéficiaire, son client, son consommateur, qu'elle peut sous-tendre tout ça. Et on voit bien aussi ce que je vous disais en introduction, on est là sur moins de produits, reconditionnés, recyclés. Les emballages ont été éco-conçus pour ces appareils électroménagers. Donc évidemment, la thématique environnementale, elle est sous-jacente à ce type d'exemple. Alors merci pour cette belle explication. Je pense que là, on rentre bien dans le sujet. Véronique Varlin, vous êtes directrice associée de l'Obsoco, donc c'est l'Observatoire Société et Consommation qui a été fondé en 2011 par Philippe Moiti. À la fin des années 2000, Philippe Moiti, il a élaboré le concept d'une économie des effets utiles, dont Laurence a un petit peu parlé. Et dans ce concept, il y avait vraiment cette idée qu'on va pouvoir résoudre cette équation a priori impossible de refonder notre modèle de consommation pour permettre à la fois aux entreprises d'être rentables, aux consommateurs d'avoir une meilleure satisfaction de leurs besoins, tout en étant soutenable sur le plan environnemental. Donc, qu'est-ce qu'il entend par cette notion d'économie aux effets utiles ? Alors, en fait, Laurence l'a pratiquement raconté, donc je vais reprendre un peu ce qu'elle a dit. C'est vrai que le point de départ de cette réflexion porte sur, on va dire, la question de la ressource qui va s'amenuisant, et donc la question de produire, enfin en tout cas de penser des modèles qui romperaient en fait avec le modèle productiviste orienté autour de la production de produits de masse dont on a hérité avec les 30 glorieuses, pour s'intéresser, alors justement créer une forme de nouvelle économie dont on va parler, je pense, beaucoup ce matin, qui n'est plus orientée sur la production de marchandises, dont c'est plus la finalité, on va dire, essentiellement, mais qui va plutôt s'intéresser à essayer de délivrer répondre en fait aux besoins
aux problèmes que rencontrent les consommateurs. C'est au fond ce que Laurence vient de nous raconter. Donc une économie qui s'intéresserait en fait essentiellement aux usages et dont la finalité serait de maximiser les effets utiles, donc tous les bénéfices que les utilisateurs, les consommateurs peuvent retirer en fait de l'usage des produits. Donc, ce qui est intéressant en fait avec ce raisonnement-là, c'est que en effet, il est plus vertueux pour la planète, plus économe en ressources. Il est aussi, il est rebasculé en fait de l'amont, le produit, vers l'aval, l'utilisateur, le consommateur. Donc, on va dire à l'extrême, on va parler d'économie de la fonctionnalité, mais dans ce modèle-là, la propriété, en fait, elle n'est plus entre les mains du consommateur, mais elle reste entre les mains du vendeur, en fait. C'est lui qui a mission, non seulement, bien sûr, de produire, de fabriquer, mais aussi d'entretenir, de réparer, de faire en sorte que le produit dure le plus longtemps possible. Et puis, ce qui change aussi, c'est la nature de la relation. Ça, effectivement, Laurence aussi en a parlé. Dans le modèle d'avant, orienté produit, en fait, la relation s'arrête au moment de la transaction, au moment où le consommateur achète le produit, alors que dans ces modèles d'économie centrés sur les effets utiles, en fait, c'est plutôt le point de départ. Le point de départ, c'est la souscription. C'est à ce moment-là que va s'installer une relation qui vise justement à apporter des services permettant en fait aux consommateurs d'extraire, la formule est de Philippe Moati, le maximum d'effets utiles justement des usages qu'il attend, de façon à ce que ça puisse répondre précisément à ses besoins et à ses problèmes. Alors c'est vertueux aussi pour le consommateur parce qu'en fait ça lui permet à lui quelque part de trouver la réponse parfaitement en adéquation, ou en tout cas la plus en adéquation possible avec ses besoins. Et puis on va dire potentiellement, j'espère que autour de moi ça ne sera pas contredit, mais c'est aussi vertueux pour le vendeur dans la mesure où il est assuré avec ces nouveaux modèles qui sont fondés sur l'abonnement ou sur la location, il est assuré de sources de revenus récurrents. Voilà, pour répondre à la question. Voilà, je pense que c'est important de passer un petit peu de temps sur cette approche théorique, parce que ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que finalement, il y a eu différentes initiatives. Donc, il y a Philippe Moati qui a pensé cette approche. Il y a Michelin, vous allez pouvoir témoigner tout à l'heure, qui s'est lancé déjà il y a une trentaine d'années sur cette thématique. Et puis, il y a aussi le laboratoire Athemis, dont Christian Dutertre est directeur scientifique. Alors, il n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il est au Brésil, en train de lancer des nouveaux clubs d'entreprises autour de cette thématique de l'ESC. Et on va regarder en fait un extrait de son interview, parce que lui, avec son laboratoire, il a commencé à travailler à cette question dans les années 2000. Et donc, il y a eu tout ce travail de recherche sur le terrain avec les entreprises pour essayer d'apporter un modèle théorique de l'ESC. Donc, on va pouvoir regarder la vidéo, s'il vous plaît. Dans certains cas de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, la réduction des biens, de l'usage des biens, passe par une location de ces biens. Mais bien entendu, c'est valable ce modèle contractuel, c'est valable ce modèle d'affaires, que dans les situations où il y a un bien d'équipement durable qu'on est capable de louer. Mais l'économie de la fonctionnalité ne se réduit pas au secteur des biens durables, c'est-à-dire à tous les secteurs d'activité. Quand vous êtes dans l'alimentaire, est-ce que vous allez louer vos carottes, vos pommes de terre? C'est absolument impossible. Et pourtant, se pose bien la question de la réduction de l'usage et de la consommation des biens alimentaires. Deuxième problème, presque plus important que le premier finalement, c'est que la location, elle peut non pas réduire l'usage, mais augmenter la question de l'usage des biens. Vous louez une voiture, selon les conditions dans lesquelles les locataires de cette voiture l'utilisent, vous pouvez très bien accélérer l'obsolescence de la voiture, augmenter les pannes de la voiture. Et vous voyez bien qu'ici, à ce moment-là, la question du locatif, non seulement ne relève pas de l'économie de la fonctionnalité, mais est en contradiction avec l'objectif fondamental de l'économie de la fonctionnalité qui vise à la réduction de l'usage des biens et l'augmentation de la pertinence de cette consommation et de cet usage, dans une perspective qu'il faut toujours avoir en tête, parce que c'est pour ça qu'on a inventé ce concept dans mon laboratoire depuis 2002, toujours une perspective de développement durable.
Alors, je vais vous laisser réagir après à cette courte, enfin, ce court extrait de l'interview de Christian Dutertre. Il y en aura d'autres après. Gaël Keinec, vous êtes directeur prospective chez Michelin. Je l'ai dit en introduction, hein, quand on parle d'économie de la fonctionnalité, de la coopération, c'est vrai qu'on pense tout de suite à Michelin parce que ça fait 30 ans que vous êtes lancé, que vous ne vendez plus des pneus, mais que vous vendez des kilomètres aux gros transporteurs d'Europe de l'Ouest. J'aimerais que vous reveniez peut-être sur le début, le développement de cette offre, comment cette offre elle est née chez Michelin et comment vous réagissez aussi aux propos de Christian Dutertre qui, en synthèse, dit que l'économie de la fonctionnalité, c'est pas juste louer, c'est pas juste de la location, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Oui, bonjour à tous. Oui, alors, comment Michelin y est arrivé? Donc, c'est un cas particulier qui est le premier que mentionnait Christian Dutertre, qui est celui d'avoir un bien durable. Finalement, on avait un bien, on a un bien qui dure plus que les concurrents. Et certes, cela se retrouve un petit peu dans son prix, mais moins que proportionnellement à ce qu'il offre en plus. Donc, du coup, certains ont pensé, dans des négociations commerciales, mais écoutez, si vous ne voulez pas, vous, monsieur client, prendre le risque d'acheter un bien dont je vous dis qu'il va durer plus, eh bien, je vais prendre le risque pour moi et je vais vous vendre ce plus. Je vais vous vendre le kilomètre. Et ça inverse effectivement complètement la relation, puisque c'est Michelin qui est propriétaire du bien jusqu'à ce qu'il ait fini de s'user, mais qui donc profite de ses propres progrès plutôt que de les donner gratuitement au client qui n'a pas voulu prendre ce risque. Donc c'est plutôt une notion de partage de risque. Et vous m'avez posé une deuxième question. C'était voilà, par rapport à ce qu'évoque Christian Dutertre dans cette vidéo, c'est qu'on ne peut pas simplement être sur une location, c'est-à-dire que dans certains cas, ça va être très approprié, puis il y en a d'autres en fait où ça ne peut pas fonctionner. Mais pour que ce soit vertueux sur le plan environnemental et économique, il faut que l'économie de la fonctionnalité amène un gain qui ne se résume pas au transfert de propriété. Parce que si vous voulez, de manière très basique, quand on loue un bien, finalement, les comptables voient, à juste titre, d'abord et surtout un transfert de propriété ou un non-transfert de propriété. C'est-à-dire que le bien reste chez vous et dans vos livres et vous n'en encaissez le revenu qu'au fur et à mesure de son usage, alors qu'en général, vous avez payé les fournisseurs avant. Donc, il y a effectivement une tension sur le BFR qui n'est compensé, voire plus que compensé, que si le modèle est vertueux et qu'en fait, vous avez plus d'encaisse et que ce plus d'encaisse atteint des niveaux qui compensent la perte de BFR. Je suis désolé d'être un peu technique, mais je sais que je parle à des entrepreneurs, donc ils doivent comprendre. Donc, en fait, alors que la location... si elle ne se traduit pas par un changement de comportement, elle ne fait que finalement transférer le risque, sans doute parce que c'était nécessaire pour vendre le bien. Donc le fournisseur accepte de prendre ce risque en capital et de n'avoir son encaisse qu'à la fin. Mais le principe est beaucoup moins vertueux. Dans les cas qu'on arrive à mettre en place et qu'on ne signe que quand on arrive à le mettre en place, ce qui n'est pas forcément facile ni évident, eh bien, à ce moment-là, on a, à l'arrivée, montré qu'on a encaissé plus de recettes que sur la totalité du cycle, même en tenant compte de cet effet de sortie de caisse, que si on faisait une vente transactionnelle. Alors peut-être sur le cas spécifique des pneus, vous m'expliquiez que en fait, en fonction du type de conduite du conducteur, il peut y avoir le pneu peut s'user beaucoup plus rapidement. Donc, si j'ai bien compris, il y a un accompagnement spécifique des chauffeurs pour éviter d'avoir un peu cet effet rebond où les gens vont moins faire attention quand ils sont dans un système de location. Et finalement, c'est contre-productif par rapport à l'enjeu environnemental. Voilà. Alors nous, on est dans le cas d'un bien dont la durabilité est très fortement sensible à l'usage. Ce n'est pas le cas de tous les biens, mais ce n'est pas le seul bien dans ce cas-là.
tout le monde le vit au quotidien, selon comment on conduit, on use plus ou moins son pneu. Et c'est bien la même chose pour un chauffeur de camion. Donc effectivement, on est obligé de faire des contrats qui vont cadrer cet usage. C'est des contrats qui sont éventuellement un petit peu épais parce que voilà, il va falloir compter le nombre de chocs, s'assurer un certain nombre de pratiques, notamment le fait de gonfler ses pneus. Voilà. Donc il y a effectivement des suivis. Et donc c'est des contraintes effectivement. Et il peut y avoir, et quand elles ne sont pas maîtrisées, et on a eu des cas, et on peut faire des erreurs encore, de sous-estimer finalement l'usage réel. Et bien souvent, d'ailleurs, on est obligé de moyenner. Et donc, il y a une énorme nécessité de connaître l'usage, puisque en fait, on fait un calcul, mais qui est un calcul statistique, un peu comme font les assureurs. Si vous voulez, où vous allez avoir sur l'ensemble des pneus consommés par une flotte de camions, eh bien, certains vont être au-dessus, certains vont être en dessous, et vous faites un calcul pour que, globalement, tout le monde y gagne. Parce qu'il y a une forte dispersion de l'usage, et cette forte dispersion de l'usage, selon que vous prenez par exemple des grandes autoroutes toutes plates avec des courbes très très larges, ou bien des petites routes de montagne, vous comprenez intuitivement que le pneu ne s'use pas de la même manière. Alors on va continuer dans cette illustration, essayer d'avoir une visibilité sur tous les champs d'application de ce modèle. François Darcy, vous êtes chef de marché tertiaire et industrie chez Signify France. Vous faites partie aussi des exemples de grands groupes qu'on cite très souvent. Donc vous, la bascule, elle s'est opérée quand la LED a remplacé l'ampoule à filament dans les années 2010. Et c'est un de vos clients, qui était plutôt visionnaire, qui vous a suggéré de lui vendre de la lumière et non plus des ampoules. Est-ce que vous pourriez nous raconter justement quel est votre modèle sur cette approche EFC? Bonjour à tous. Donc peut-être que c'est important de recontextualiser. Signify, c'est le nouveau nom de Philips Éclairage. Donc c'est une spin-off du groupe Philips, mais ça reste ce qu'était Philips Éclairage. Et donc notre métier historique, c'était de faire des ampoules. Et depuis 1891, quand deux frères ont soufflé les premières ampoules dans leur garage, petite start-up qui a bien marché. Et donc ce business model-là était vraiment fondé sur un consommable. On vendait des ampoules dans des luminaires qu'on changeait régulièrement. La durée de vie des ampoules était normalisée. C'est pour vous dire à quel point on était ancré dans un modèle de produits consommables. Et la disruption qui nous a heurté, c'est dans les années 2000, il y a une rupture technologique qui arrive, qui est l'arrivée de la LED, qui nous laisse entrevoir qu'on va changer la façon dont on s'éclaire, qu'on a une technologie à portée de main qui nous permet de faire des produits qui vont consommer beaucoup moins et qui, s'ils sont bien conçus, peuvent durer beaucoup plus longtemps. Donc ça change complètement la perspective et ça vient exacerber ce que présentait Gaël. On a un produit avec une performance d'usage qui n'a rien à voir. Mais par contre, il va coûter plus cher à fabriquer, il va falloir investir, il va falloir avoir un produit qui a plus de valeur. Et donc quand on apporte ces premiers produits LED sur le marché, on est très fiers de nous. On a nos ingénieurs qui ont travaillé très longtemps sur des produits extrêmement performants et on apporte un produit très cher. Et nos premiers clients nous disent c'est génial ce que vous nous proposez, mais finalement, c'est moi qui porte le risque. Et on retrouve cette notion de partage de risque. C'est si j'achète ce produit cher, c'est moi qui deviens responsable de la durabilité des consommations d'énergie de ce produit-là. C'est une technologie de rupture, personne ne la connaît sauf vous, je ne peux pas le porter. Et donc le client qui nous a fait ce premier retour, c'est Thomas Rao, c'est un architecte hollandais, qui était visionnaire, qui avait envie d'avoir des bâtiments plus performants que la moyenne et qui nous a dit « je veux bien mettre des produits LED, mais engagez-vous sur la durée, portez le risque lié à cette nouvelle technologie ». Et c'est lui qui nous a accompagnés sur les premiers contrats de Light as a Service où finalement on ne vend plus un produit LED, on vend une performance d'usage sur la durée. Donc cette notion de performance, elle est importante parce que dans la location, vous avez l'usage du bien, mais on ne vous garantit pas la performance. Là, on va garantir la consommation du produit, non seulement quand vous l'achetez, mais aussi dans les 10 ans, 15 ans du contrat de performance. On va garantir qu'il ne tombera pas en panne, ou que s'il tombe en panne, on va garantir le nombre de lux au sol. Alors, c'est juste la quantité de lumière que vous avez dans votre atelier, dans votre usine, dans votre magasin, sur vos routes.
Et ça, on va vous le garantir dans la durée. Et donc l'économie de la fonctionnalité, c'est l'économie de la performance. Et donc il faut qu'il y ait un engagement de l'offreur de solutions sur la durée. Alors peut-être, j'aimerais bien juste qu'on aille un tout petit peu plus loin dans les précisions pour que vous puissiez bien comprendre et pourquoi c'est extrêmement intéressant. C'est que si on prend l'exemple d'un entrepôt que vous équipez, il y a en fait un système vraiment qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que votre client, il va faire des économies. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ça en détail ? Alors, alors ça, c'est plutôt le secret, si c'est public, mais c'est le secret de l'accélération de l'économie de la fonctionnalité. En fait, cette rupture technologique de la LED, elle nous permet de faire des économies d'énergie massives. Ces économies d'énergie massives, on va les utiliser pour financer la bascule. Alors dit autrement, rénover un bâtiment, par exemple un entrepôt logistique, si vous voulez changer tous les luminaires qui l'éclairent, ça coûte cher. Il faut avoir des équipes qui vont monter avec des nacelles, changer les produits, il faut investir dans les produits. Et donc lorsque vous êtes un opérateur de ces entrepôts logistiques, de ces usines, enfin quel que soit le bâtiment, vous êtes face à un mur de l'investissement. Et donc le passage à l'économie de la fonctionnalité va vous découpler de cette nécessité d'investir dans cette nouvelle infrastructure. Et en fait, notre petit secret, c'est d'arriver à se projeter suffisamment loin dans la durée pour que les économies d'énergie, elles couvrent plus que l'investissement et que, en fait, in fine, ce soit sans aucun investissement, on puisse promettre des gains d'énergie immédiats à nos clients. Alors, c'est pas très clair ce que je dis, mais on aide nos clients à comprendre combien ils consomment, combien ils dépensent d'argent pour s'éclairer, et on leur promet des baisses de charges immédiates. Enfin, on leur garantit des baisses de charges immédiates, tout en portant l'investissement sur les économies d'énergie. Ok, alors vous allez bientôt avoir la parole pour poser des questions. S'il y a des choses qui doivent être reprécisées, je vais juste poser une dernière question à Laurence pour cette première partie sur cette notion d'effet rebond que Christian Dutertre évoque dans la vidéo. Voilà, est-ce que c'est vraiment le gros point de vigilance à avoir sur l'économie de la fonctionnalité ? Je pense que ça fait partie effectivement des points de vigilance. Ce qui est intéressant, c'est que Gaël, il parlait de l'effet rebond côté consommateur, en disant si typiquement le routier use trop son pneu, il y a un effet rebond, la durabilité du produit elle est moins assurée, et donc moi demain Michelin, la pertinence économique de l'économie de la fonctionnalité est plus certaine. Il y a aussi un effet rebond côté entreprise et côté impact environnemental. Je vous prends un exemple qui est celui d'une grosse licorne américaine qui s'appelle Rent the Runway. Comme ça, je ne serai pas taguée que sur l'appareil à raclette, je suis contente. Et du coup, c'est une entreprise qui fait de la location de vêtements. C'est très américain. Pour les balles de promo, des robes un peu de luxe. Alors, ils y mettent en plus une notion d'inclusivité. Tout le monde a le droit d'avoir sa belle robe pour aller à son bal de promo, c'est génial. Et des robes que les gens n'auraient pas pu forcément s'acheter. Ou voilà. Et le sujet derrière ça, c'est de dire, voilà, on fait de l'économie de la fonctionnalité parce que derrière, on va réutiliser cette robe X fois et donc on diminue le nombre de produits qui sont mis sur le marché, etc. La réalité, c'est que, et c'est une grosse licorne, c'est une boîte, je crois, qui est valorisée à 1 milliard, etc. La réalité, c'est qu'en fait, l'analyse du cycle de vie n'a pas été faite de façon complète sur ce business. Et donc, quand on regarde d'abord le circuit logistique pour livrer effectivement les robes, les produits qui sont utilisés pour le nettoyage, qui sont extrêmement toxiques, quand on regarde en fait l'effet surconsommation, parce que du coup on a la possibilité en fait à chaque balle de promo on change de robe parce que c'est super. Enfin, y a pas, je sais pas que pour des balles de promo. Hein. J'ai regardé un peu trop de séries, c'est horrible. Ça va être raclette et balles de promo, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment pour dire que si on fait pas l'analyse du cycle de vie complet du produit, depuis le circuit logistique, sur que ça va entraîner aussi comme effet de surconsommation. Le leasing dans l'automobile, c'est aussi un bon exemple. On peut penser que faire du leasing, c'est un peu de l'économie de la fonctionnalité, sauf qu'en fait, ça donne aussi la possibilité aux gens de changer de voiture tous les 3-4 ans, ce qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient acheté leur bien, peut-être d'ailleurs de seconde main. Enfin voilà. Donc ça, c'est un des risques effectivement de l'effet de l'économie de la fonctionnalité, c'est les effets rebonds. Donc il faut vraiment penser l'équation globale d'un point de vue environnemental. Après, il y a d'autres sujets qui complexifient le modèle, qui sont comment on finance la transition.
pour passer d'un modèle, on l'a un petit peu vu d'ailleurs avec l'exemple de Signify, où finalement c'est les économies d'énergie qui vont financer les CAPEX pour modifier les éclairages de l'entrepôt, mais il y a plein de secteurs où finalement la transition d'un modèle où je vends un produit une fois, one shot, à je suis dans une relation autour d'un produit durable, long terme, avec mon client, le financement de cette transition et de ce changement de modèle d'affaires, il est compliqué. Donc ça aussi, ça fait partie des limites de l'EFC. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public, peut-être en ligne? Il y a Agnès qui me fait comme ça, donc il y a pas mal de questions en ligne. Peut-être je vais essayer de vous voir. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Ah, super. Ok, là vous êtes vraiment séché, quoi. Là, Alors, Agnès, peut-être en ligne, qu'est-ce qu'on a comme question? Oui, une question. Avez-vous des exemples d'entreprises qui vendent des biens immatériels ou des services qui se transforment avec ce modèle d'économie de la fonctionnalité? Alors si, super. Ah, il nous faut le micro de Laurence. Vas-y, Reza. Non, mais je crois que... Voilà. Pardon. On a, effectivement, c'est moins commun, donc c'est moins facile à expliquer. Mais par exemple, si je vous prends Darty, tout le monde connaît Darty, la garantie Darty. La garantie Darty, c'est un service qui est associé à un produit. On achète un produit, et le service de réparation et de garantie, il est associé à ce produit-là. Aujourd'hui, ils ont lancé Darty Max, qui est un abonnement qui vous donne accès 7 jours sur 7, en moins de 24 heures, à un réparateur Darty pour un produit que vous avez acheté dans les 15 dernières années. Donc on décorrèle en fait le service de réparation de l'achat d'un produit. Donc c'est bien un service, mais qui a avant été attaché à un produit. Maintenant, c'est un service qui est vraiment attaché à un usage, aux besoins utiles, au moment où je vais en avoir besoin, c'est-à-dire le moment où j'ai un appareil qui tombe en panne, que j'ai acheté chez Darty ou pas chez Darty. Et là, on est pour moi, mais je regarde mes compères, dans une forme d'économie de la fonctionnalité d'un service. Enfin, c'est quoi l'usage de la réparation dont j'ai besoin en fait? Et aujourd'hui, juste pour finir, Darty Max, c'est un abonnement. Donc on est aussi dans ce qu'expliquait Véronique, un changement de modèle aussi d'affaires pour Darty, qui est potentiellement assez intéressant, parce que finalement, c'est un peu comme une assurance. Hein. On vend l'assurance d'avoir accès à un réparateur, mais peut-être qu'on l'utilisera jamais. Et donc, pour Darty, c'est aussi intéressant. Ils ont vendu l'abonnement. Et voilà. Gaël Guénac, vous voulez réagir, et après François Darcy? Oui. Non, mais il y a également des exemples dans la maintenance des véhicules, ou la maintenance des pneus, mais la maintenance des véhicules, où vous avez des contrats où finalement un garagiste ou un service de maintenance va être payé sur la disponibilité, l'uptime, le temps utile du matériel. Notamment, l'armée américaine achète ses contrats de maintenance comme ça. C'est-à-dire que ce qui est critique pour l'armée américaine, c'est que ces armements soient disponibles quand il faut. Et le quand il faut n'est pas forcément prévisible. Donc, ils achètent ce qu'ils appellent de l'uptime. Donc, ils ont des uptime contracts. Et donc, les garagistes, on va dire, ont accès libre au matériel, le maintiennent, l'entretiennent, mettent de l'huile, etc., pour que le jour J, le matériel soit disponible. Donc ça, c'est vraiment du service as a service, au sens où c'est complètement lié à une fonction qui est la disponibilité du matériel. François Darcy, vous aviez aussi un exemple à partager? C'est pas vraiment un exemple, c'est plutôt une prise de recul sur cette question-là. On a tous dit à l'origine de l'économie de la fonctionnalité, l'objectif initial, c'est minimiser la consommation de ressources, c'est l'impact environnemental sur l'intégralité du cycle de vie. Lorsqu'on veut mettre en œuvre un service as a service ou lorsqu'on veut mettre en œuvre ce type de modèle-là, il faut toujours avoir un produit dont la performance d'usage est supérieure. C'est-à-dire, on peut le faire en achetant un produit performant, mais à la base de l'économie de la fonctionnalité, il y a bien cette performance d'usage supérieure. Si vous avez, comme Darty, par exemple dans l'exemple de Darty, le produit que Darty va mettre en œuvre et va réparer plus fréquemment, tombe très fréquemment en panne parce qu'il est mauvais, eh ben, en fait, le modèle ne marche pas. Économiquement, il y a trop de destruction de valeur et ça ne marche pas. Donc, au cœur, et ça c'est important pour les industriels, au cœur de l'économie de la fonctionnalité, il y a bien un produit d'excellence. Et c'est pas par hasard si vous avez Signify, Philips ou Michelin, des grandes entreprises dont
dont le cœur de métier, c'est d'abord d'avoir des ingénieurs qui font de la R&D sur des produits d'excellence et qui ont la prétention d'être, en tout cas, parmi les meilleurs de leur secteur. Et c'est vraiment très important parce que c'est ça qui va permettre de ne pas détruire de valeur. C'est parce que le produit dure longtemps qu'on ne détruit pas de valeur. Et c'est cette valeur-là qu'on redistribue ou qu'on se partage dans le modèle d'économie de la fonctionnalité. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie de la conférence. Ah, il y avait une question, pardon. Oh là là, il y a plein de mains qui se sont levées. Formidable. Alors du coup, on a un micro pour la salle. Alors il y a un monsieur. Je suis désolée, je vois vraiment pas bien. On a un monsieur là-haut, on a une main là et une main là. Ok, super. On vous écoute. Bonjour. J'entends qu'on parle de consommation, qu'on parle d'usage et que l'économie de la fonctionnalité amène un découplage entre l'usage et l'achat, enfin l'achat du bien. Si on prend l'aviation, par exemple, tout le monde n'a pas les moyens individuellement de s'acheter un jet et de voyager en jet. Donc il y a une fonctionnalité d'usage qui est de prendre des lignes. Ou un train, on n'achète pas un train, donc on consomme une place de train. Dans ce contexte-là, dans quelle mesure, pour avancer, n'avons-nous pas besoin d'une remise en question du principe de propriété? Parce que finalement, l'appareil à raclette, désolé de taguer, si on veut basculer sur un usage total, dans quelle mesure ne doit-on pas interdire d'acheter un appareil à raclette? C'est caricatural, bien évidemment, mais dans quelle mesure des dispositions réglementaires ou législatives ne vont pas être nécessaires dans certains domaines pour accélérer l'économie de la fonctionnalité? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a envie de réagir? Je peux prendre une autre question pour laisser le temps de réfléchir. Pour moi, c'est moins lié à la propriété qu'à la performance. C'est-à-dire le modèle, à la limite, peu importe le propriétaire juridique ou pour parler en termes comptables, celui qui va mettre le produit dans son bilan. Ce qui est important, c'est qui va porter le risque sur la défaillance du produit, sur la consommation, sur le fait qu'il ne tombe pas en panne ou une appareil à raclette. Je ne suis pas un spécialiste des appareils à raclette, mais sur un... mais la notion la plus importante, c'est qui porte ce risque-là. Et donc on peut imaginer quand on fait des contrats d'économie de la fonctionnalité, c'est avec des monoclients, on va avoir des grands industriels, on va leur éclairer leur usine, et pendant très longtemps, on ne garde pas forcément la propriété des produits, on peut la retransmettre à un financier, mais au fond, c'est bien le concepteur du produit, celui qui peut porter le mieux le risque de défaillance du produit et de la performance d'usage, qui doit porter ce risque-là. C'est ça qui est au cœur de la question. Et peut-être un point de complément, parce que finalement, moi j'ai le sentiment que votre question, elle dépasse l'économie de la fonctionnalité. Elle pose la question de comment notre mode de consommation, de production, de gestion des déchets est compatible avec une planète finie. Et effectivement, on en discutait encore hier soir quand on a fait connaissance, effectivement, la réglementation, elle a un rôle extrêmement fort à jouer. Est-ce que c'est dans le champ de l'économie de la fonctionnalité ou plus largement dans l'accompagnement des individus et des entreprises à limiter de façon un peu, entre guillemets, autoritaire ou fortement incitative nos consommations, demain avec des quotas carbone qui seront peut-être individuels, etc. Et ça, c'est sûr que c'est des réflexions qui vont émerger parce qu'il y a un moment où, et l'économie de la fonctionnelle illustre bien, on a des temps de transition des entreprises qui sont longs. Michelin, ça fait 30 ans, Signify, et finalement, c'est pas non plus massif l'économie de la fonctionnalité aujourd'hui, il faut se le dire. Donc peut-être que pour accélérer suffisamment la transition des modèles par rapport à des enjeux, notamment climatiques, qui sont assez pressants, il va falloir accélérer côté de la réglementation. Il y avait peut-être ça dans votre question de façon sous-jacente. Alors, on va prendre rapidement les deux. La question de monsieur là-haut, puis je crois qu'il y en avait une autre, et après, on va passer à la deuxième partie. Ma question est courte, elle s'adresse aux deux industriels. Je voulais savoir, depuis que vous avez mis en pratique ces nouvelles façons de faire, d'adresser vos clients, est-ce que vous êtes sur des marchés mondiaux, à concurrence mondiale? Je voulais savoir si vous avez mieux maîtrisé vos parts de marché ou accru vos parts de marché par rapport aux concurrences des pays à bas coût. Alors très clairement, merci pour la question, parce que très clairement, dans les contrats, alors on va raisonner parce que c'est des contrats par contrat, client par client, ça a été très souvent même la raison fondamentale
passer à ce type de contrat. Si vous voulez, si on a accepté de faire un contrat plus compliqué à expliquer, à gérer, parce que c'est plus compliqué, on va y revenir plus tard, c'était pour contrer des propositions commerciales dans mon cas, de pneus qui dureraient beaucoup moins, qui étaient beaucoup moins chers. Mais en fait, ils étaient... Je vais parler dans le vide, mais pour donner une idée, ils étaient 20% moins chers, mais duraient 40% de moins. Mais le client était quand même très tenté par le 20% de moins, surtout dans des secteurs économiques comme celui du transport, où finalement, quand on lui dit oui, mais au bout de 3 ans, tu vas y gagner, il dit oui, mais dans 3 ans, est-ce que je serai toujours vivant? Donc, il y a des notions comme ça qui sont compliquées. Mais oui, c'est une solution qui correspond à notre type d'économie. C'est une solution par la techno, c'est une solution par la coopération aussi, hein, ça crée de l'emploi local, parce que François disait, il faut des produits supérieurs, mais le fin du fin, c'est quand il faut des produits qui sont d'autant plus supérieurs que vous faites quelques petites interventions, du type gonfler un pneu, du type le recreuser, le retourner sur la jante, etc. etc. Donc, et c'est ça qui fait le C de coopération, c'est-à-dire que c'est des biens que vous magnifiez, vous avez un potentiel de valeur qui sort d'usine, mais pour le réaliser pleinement, il faut faire des petites interventions, c'est pas du plug and play, etc. Et dans ces cas-là, oui, ça permet de vendre de la supériorité technologique, et donc ça correspond plus à nos modèles, nous, industriels occidentaux. Oui. Gaël Keinec, vous vouliez peut-être répondre à la question ou... Pardon, François Darcy. Désolé. Oui, alors nous dans la stratégie interne d'entreprise pour aller vers l'économie de la fonctionnalité, on a ciblé d'abord des grands comptes mondiaux, des grands industriels mondiaux pour avoir une économie d'échelle. Donc l'échelle mondiale, elle a tout de suite été au cœur de la stratégie d'entreprise, puisque ça a été notre première cible d'aller vers ce type de client, parce qu'il y a un effet d'échelle, parce que ça permet tout de suite de lancer la boucle et de montrer que ça marche. Donc c'est pour répondre à cette question, c'est sur la dimension mondiale. Après, sur la dimension compétition, c'est une question très intéressante, parce qu'en fait, on décale un tout petit peu la perception du marché, ou la façon dont on va sur le marché. Et on se rend compte que les concurrents sur ce segment de l'économie de la fonctionnalité ne sont pas forcément nos concurrents habituels. C'est plus des entreprises de services ou des fournisseurs d'énergie. Et on se rend compte aussi qu'on a une certaine complémentarité. C'est-à-dire, nous, on a ce produit, ces produits éco-conçus durables, et eux, ils ont la capacité d'opérer un service. Donc on rentre aussi dans un monde où on est en compétition, parfois, sur certains dossiers, mais aussi en coopération sur d'autres dossiers. Donc les frontières se redéfinissent. Alors je ne sais pas si c'est transitoire, parce qu'on est en train de recréer un nouvel écosystème autour de l'économie de la fonctionnalité, ou si c'est structurel et ça restera moins clivé que les modèles de marché précédents. Ça, je n'ai pas la réponse. Alors on avait une dernière question. Voilà, madame. Je vous demanderai de faire des réponses courtes, parce qu'il faut qu'on passe à la suite quand même. Bonjour, donc c'est vraiment très très intéressant. Moi j'avais une question, alors je suis désolée parce que peut-être que les personnes qui sont dans la salle sont peut-être pas les plus à même pour y répondre, puisque c'est l'intervention de M. Dutertre qui a généré chez moi cette question. C'est quid des biens des consommables en fait, c'est-à-dire là il a parlé de la carotte en disant bah voilà, on va pas louer une carotte, mais alors est-ce que vous vous êtes intéressé un petit peu à la manière dont cette économie de la fonctionnalité pouvait s'intégrer dans un modèle vertueux plus global, et comment quels sont aussi les liens avec l'économie circulaire? Alors, je peux peut-être apporter quelques éléments de réponse et puis compléter si vous voulez. On a aussi Vincent Dargène de l'ADEME, voilà, qui est au premier rang, qui pourra sûrement compléter. C'est vrai qu'au début, Christian Dutertre a vraiment travaillé avec des grands groupes dans les années 2000 sur cette question de l'EFC. Et puis après, il est allé vers un travail plus avec des TPE, des PME. Donc ça, c'est les années 2010. Et l'aboutissement en fait de son modèle, c'est d'aller vraiment sur des coopérations. Il parle d'écosystèmes territoriaux pour penser les grandes fonctionnalités de la vie. Donc se nourrir, se déplacer, se loger.
Je vois Vincent qui confirme, donc ça va, j'ai bien compris. Et on va l'aborder un petit peu plus loin. On a un autre extrait de vidéo de Christian Duterte là-dessus. Peut-être, Vincent, si vous avez envie de compléter, ou ça, voilà, ça pourra venir après. Merci. Oui, très rapidement, on va... Peut-être levez-vous pour qu'on vous voit quand même. Enchanté. On va partir sur des grandes fonctions de vie. Donc là, si on prend l'exemple de la carotte, on va voir comment la carotte contribue au bien-être alimentaire. Donc du coup, on va aller sur l'alimenter et on va voir avec des coopérations sur un territoire comment on peut mettre en commun cette carotte, les cantines scolaires. Vraiment, on pourrait aller loin, il y a plein d'exemples en plus là-dessus. Les cantines scolaires, les agriculteurs, les entreprises, les banques alimentaires, quand les produits ne sont plus forcément consommables façon réglementaire, pour des cantines scolaires et ou des supermarchés, des AMAP, etc. Et donc là, on va vraiment commencer à créer un écosystème du coup très coopératif territorial, c'est des grands mots, mais c'est très simple. Donc voilà, on peut le faire aussi sur la mobilité, donc ce qu'on appelle des fonctions de vie, on peut le faire sur l'alimenter, on peut le faire sur l'habiter, et donc tout ça on pourra le voir aussi plus en détail, on pourra répondre à vos questions. Je veux juste revenir une microseconde et je plante tout le... quand on parle de biens immatériels ou autres, là on parle de produits, c'est entre guillemets un peu plus simple d'expliquer l'économie de la fonctionnalité et d'essayer de la mettre en place dans une entreprise. Mais ça marche aussi avec les services. On a des agences de communication qui tendent vers des modèles économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a des notaires, on a des architectes. Donc voilà, donc, c'était par rapport à la question aussi sur tout ce qui était immatériel. On met en avant des compétences, on met en avant de la pertinence, de l'offre, etc., etc. On pourra aussi revenir dessus. Je me tais. C'est parfait. Merci beaucoup Vincent pour ces compléments. On va passer à la deuxième partie de la conférence. Voilà, pour la deuxième partie, j'avais envie qu'on prenne un petit peu de hauteur pour vraiment analyser aussi les tendances de fond et les attentes des consommateurs. Est-ce que finalement c'est un modèle qui va potentiellement trouver son public aujourd'hui parce que les attentes, elles changent. Donc Véronique Varlin, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans que l'Obsoco publie régulièrement des études sur l'évolution de nos modes de consommation et les attentes des Français vis-à-vis de l'État, mais aussi des entreprises. Est-ce que les Français, et ça va rejoindre la question que monsieur posait tout à l'heure, ils sont prêts à lâcher la propriété et à sortir de cette logique d'accumulation des biens ? Oui, en effet, je pensais que j'allais répondre, enfin en partie, vous avez des éléments de réponse à cette question, en fait, sur ce qui se joue entre la propriété ou l'usage. Et c'est vrai que nous, depuis une dizaine d'années, quand on interroge les Français sur la priorité qu'il faudrait donner, à 80%, ils se prononcent plutôt sur une préférence à l'égard de la possession plutôt que la propriété. Donc il y a intellectuellement, en théorie, une sorte de détournement de la propriété et de la possession. En fait, on sort d'une ère, on va dire, d'accumulation d'objets aujourd'hui pour évoluer vers une consommation, ça c'est un peu les grands traits, qui est beaucoup plus recentrée autour des enjeux personnels, des enjeux, on va dire, individuels, de construction, de réalisation de soi. Ça c'est vraiment ce qu'on voit en filigrane un peu dans toutes nos études, et ça peut se résumer à travers cette formule, un passage de, entre guillemets, l'avoir, l'accumulation, à l'être, la construction de soi. Et bien sûr que là-dedans entrent en ligne de compte aussi toutes les dimensions, enfin toutes les préoccupations environnementales, sociales, sociétales, qui pèsent de plus en plus pour les consommateurs. Alors c'est vrai que là où il faut que je sois un peu honnête avec vous, parce que c'est très souvent, et souvent d'ailleurs à juste titre, les entreprises rétorquent un peu à ça que les consommateurs, en fait, on observe chez eux un énorme décalage entre ce qu'ils déclarent, voir ce qu'ils aimeraient faire, et puis la réalité de leur comportement. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi des choses que nous, on regarde assez finement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder d'un côté comment ils se projettent, quel est leur idéal, quelles sont leurs aspirations, et puis confronter ça, bien sûr, avec la réalité de leur comportement que nous, on n'appréhende pas, si je peux dire, en situation. On appréhende ça au travers de la façon dont on les interroge sur tout un tas d'usages. Mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est d'aller creuser, au fond, les obstacles, les contraintes qui se présentent à eux
parce que c'est souvent en fait dans cet espace-là des contraintes, des problèmes en fait qui rencontrent, des freins à lever, qui a des choses très très fertiles, très inspirantes pour les entreprises en fait. Elles peuvent, on parlait de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, mais il y en a aussi beaucoup qui se jouent dans la mise en pratique de comportements plus responsables. Alors, si on prend un peu de recul sur la toile de fond générale, donc nous, ce qu'on a observé dans certains de nos travaux, dont d'ailleurs beaucoup ont été soutenus par l'ADEME, ici présente, c'est une montée en puissance de la préoccupation à l'égard de la situation de l'environnement, qui est vraiment jugée alarmante en fait maintenant par une grande partie de la population, au point que 60% des Français estiment qu'aujourd'hui, la situation est tellement préoccupante qu'il faudrait changer notre façon de consommer, donc les modes de consommation, mais aussi les modes de production et quelque part l'organisation de la société. Donc il y a vraiment une prise de conscience que les changements face auxquels on se situe aujourd'hui sont des changements de très grande ampleur. Et bien sûr, toute la question, c'est comment on fait, grosso modo. Et c'est la raison pour laquelle, je pense que je vais peut-être, comme je suis venue avec des slides, je vais peut-être en profiter pour vous les partager avec vous, à commencer par le premier. Si, voilà. J'ai pas du tout envie de vous assommer de chiffres, en fait, et surtout, je vais passer le moins longtemps possible sur ces éléments-là. En fait, quand on interroge les Français sur la responsabilité, enfin les acteurs qui ont le plus de responsabilité face aux enjeux auxquels incombe la priorité d'agir, il n'est pas étonnant qu'on retrouve l'État en premier. Donc là, il arrive en tête de tableau. Mais vous voyez que les entreprises aussi sont très attendues, notamment les grandes entreprises. Elles sont en deuxième position, des acteurs à qui il incombe la responsabilité d'agir. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de noter que les consommateurs, citoyens, se mettent en troisième position. Donc il y a aujourd'hui quand même quelque chose qui a changé. Alors ça a changé lentement, mais ce sentiment que entre les mains des consommateurs, il y a quand même une marge d'action, il y a une capacité d'action, il y a un pouvoir d'agir dont ils veulent se saisir aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent et ce qu'ils affichent, et à laquelle, en fait, cette capacité d'action, ils attribuent une certaine efficacité. Alors qu'il y a de ça, on va dire, une dizaine ou une quinzaine d'années, l'action individuelle, elle paraissait assez dérisoire. Là, maintenant, voilà, les choses ont changé. Donc, il y a une envie, quelque part, d'agir, mais bien sûr, pas tout seul, dans un système où l'État, en premier, les grandes entreprises en second, et puis tout un tas d'acteurs, dont les collectivités locales, je le note parce que il y en a aussi dans la salle, et on voit qu'elles jouent pleinement ce rôle, en fait, ont une capacité d'action bien devant, d'ailleurs, les ONG, les syndicats, etc. Voilà. Donc, on est face à des consommateurs aujourd'hui qui ont confiance dans la portée de l'action individuelle. Ça, c'est vraiment une donnée très importante parce que c'est un élément déclencheur, en fait, de l'action. Et puis, si on regarde en deuxième, c'est vrai que la question qui se pose, c'est au fond, les acteurs de l'offre, les entreprises, les institutionnels parlent de consommation responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour les consommateurs? Comment ils définissent ça? Donc, il y a de ça 2 ans, on a réalisé un observatoire de la consommation responsable. On a interrogé, en fait, 4000 Français. Et on leur a demandé de dire avec leurs mots comment ils définissaient la consommation responsable. Et c'est normalement ce qu'on devrait voir s'afficher maintenant. Et vous allez voir en fait que c'est une notion qui est incroyablement polysémique. En fait, là, c'est un peu toutes les bulles de sens, toutes les familles de sens qui ont été associées à cette notion. En quelques mots, pour vous consommer de façon responsable, qu'est-ce que ça signifie? On a été quand même très surpris de constater que près de la moitié des évocations, des définitions, elles étaient associées en fait au local. Le local, les circuits courts. Alors c'est vrai qu'il y a tout un mouvement aujourd'hui, qui a été aussi accéléré par la crise sanitaire, de volonté un peu de relocaliser la production, relocaliser la consommation. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça évoque
à la fois des bénéfices pour l'environnement, des bénéfices pour le consommateur, la qualité, mais aussi un sentiment de soutenir l'économie locale, l'économie nationale, qui est aussi s'est affirmée dans la période. En deuxième position, je vous économise un peu tous les sujets, hein, mais ça va être le gaspillage, le tri, le recyclage. Et puis, en troisième position, on a beaucoup parlé du terme besoin, en fait, hein, mais ce qu'on a vu aussi, nous, et ça a été accéléré pendant la crise sanitaire, hein, c'est toute une réflexion des consommateurs autour des besoins, des priorités, en fait, de quoi j'ai vraiment besoin. Et ça s'inscrit effectivement dans cette démarche, et viennent en quatrième position des évocations qui sont liées, en fait, aux stratégies d'éco-responsabilité, acheter des produits écologiques, de saison, bio, etc. Et puis ensuite en bleu, on a des bulles qui sont un petit peu moins fréquemment citées, mais qui sont quand même importantes. On a parlé de qualité, mais c'est vrai que derrière le responsable et l'environnemental s'associe aussi une notion de qualité. Et la qualité, en fait, c'est une dimension qui recouvre énormément de choses pour les consommateurs, mais qui recouvre aussi l'idée d'une temporalité qui s'inscrit dans la durée, en fait. Hein. Je note ça parce que je me dis qu'avec ce qu'on vient de se dire, on voit aussi qu'on a des arguments pour dire que se projeter dans la durée, c'est aussi répondre à ce besoin de qualité. L'optimisation du pouvoir d'achat, donc l'économie, etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'en fait, pour le consommateur, enfin les consommateurs, ça évoque quand même énormément de dimensions. C'est ça que je voudrais aussi que vous reteniez, articule des dimensions, on va dire collectives, un peu altruistes, l'environnement, le soutien à l'économie locale, nationale, et aussi les dimensions sociales et sociétales, en fait, hein, qui, même si l'environnemental passe au premier plan, sont importantes pour les consommateurs, et puis des dimensions individuelles, la santé, la qualité, l'économie. Nous, il nous semble à l'Obsoco, en fait, hein, au travers des travaux qu'on publie justement sur la manière dont on peut engager les consommateurs dans l'adoption de comportements plus responsables, que, en fait, d'une certaine manière, il y a une espèce de formule gagnante qui repose justement sur l'articulation de bénéfices à la fois collectifs et individuels. Il faut que ça apporte quelque chose, évidemment, à l'environnement, mais il faut aussi que ça m'apporte quelque chose, plus de qualité, peut-être des économies à l'usage, etc. Et puis, alors face à ces attentes, ces aspirations, c'est vrai qu'il y a un décalage. Avec la réalité des comportements, il y a un retard, on pourrait dire, entre l'idéal et puis ce que les gens font vraiment, qui très souvent s'explique par la difficulté qu'ils attribuent au fait d'adopter des comportements de consommation responsable. On a été très frappé aussi de noter dans cet observatoire de la consommation responsable que 60% des Français interrogés nous disaient, alors c'est pas ce slide-là, mais c'est pas grave, non plus, mais c'est pas grave non plus. Ça fait un peu d'animation en attendant les très jolis dessins qui arrivent. Voilà, donc pour 60% des Français, c'est difficile de consommer de façon responsable. Donc il y a une difficulté associée à la chose qui repose en fait sur tout un tas de dimensions. La première étant le prix. Il y a ce sentiment que ça va coûter plus cher. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a toute une pédagogie à déployer autour du prix, et notamment dès lors qu'on parle d'économie de la fonctionnalité, de prix à l'usage, plus que le prix à l'achat. Il y a aussi un manque d'information sur le caractère, on pourrait dire, éco. On a parlé d'impact, en fait, hein, environnemental, social, sociétal des produits. Donc là, il y a aussi besoin de pouvoir se repérer, au fond, dans ce qui peut être efficace, dans les meilleurs choix qu'on pourrait faire. Il y a une attente d'innovation, sentiment, en fait, que les solutions ne sont pas toujours là. Et c'est vrai que les consommateurs nous disent, je fais mes courses et je remplis mon caddie avec du plastique et des contenants, en fait. Hein, alors que je serais intéressée par des alternatives. Et puis, donc des solutions. Et puis, il y a un besoin aussi d'accompagnement dans des usages qui seraient plus vertueux, plus respectueux de l'environnement. Et tout ça, ça dessine aussi un nouveau rôle, au fond, pour les entreprises. Du côté de l'information, du côté de la pédagogie, l'information portée par les produits, l'accompagnement dans les usages, sans parler, on va dire, de l'innovation, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc,
Alors, du coup, comment les Français jugent-ils l'engagement des entreprises et là, pour le coup, ce slide, en fait, que je voulais vous montrer, en fait, il reflète un jugement assez sévère, en fait, de leur part, puisque, en majorité, ils ont une perception plutôt négative, en fait, de l'implication des entreprises. À la question, de manière générale, estimez-vous que les entreprises sont suffisamment impliquées dans la réponse à la crise écologique? Vous voyez que ce qui est favorable, en fait, apparaît en bleu. C'est entre 1%, oui, tout à fait, 13%, oui, plutôt. Ça nous donne 14%. Qui estiment que les entreprises sont suffisamment impliquées dans la réponse à la crise écologique. Ça, c'est pour le dire de manière positive, mais vous avez bien compris, en fait, que le jugement était très négatif, en fait, et que dans l'ensemble, les entreprises, enfin, l'action des entreprises est jugée insuffisante à la fois, surtout d'ailleurs sur le plan des solutions qu'elles proposent aux consommateurs pour adopter des pratiques plus responsables. Sans parler du soupçon de greenwashing, en fait, qui est quand même permanent chez les consommateurs. Et puis, on a parlé de la réglementation, du rôle que pourrait jouer l'État, et on voit que les Français, en fait, en majorité, accueilleraient des réglementations plus contraignantes sous un regard assez positif, puisqu'il y en a 81% qui estiment que la loi devrait contraindre les entreprises à limiter au maximum les impacts de leurs activités sous peine de sanctions. Donc, ça leur semble pouvoir être un levier, en fait, pour faire avancer les choses, dans un contexte de relative inertie, en tout cas à leurs yeux. Voilà, donc s'agissant, en fait, de l'économie de l'usage, on a réalisé, nous, il y a 2 ans, un observatoire de l'économie circulaire qui détaillait toutes les pratiques entrant dans le champ de l'économie circulaire. Ce qu'il en ressortait, c'était que, au fond, tout ce qui avait trait à l'économie de l'usage était quand même encore à distance pour les consommateurs, surtout faute, on va dire, d'offres. C'est des mécanismes ou des modèles qui pourraient potentiellement les séduire, mais auxquels ils sont quand même aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque, très très peu exposés. Et pour lesquels, voilà, on voit bien que des initiatives, alors la Darty Max par exemple, ou d'autres, en tout cas une multiplication des initiatives pourrait peut-être rallier, on va dire, leur intérêt si justement elles parviennent à articuler toutes ces dimensions, à la fois des bénéfices individuels et puis des bénéfices pour l'environnement, sur le plan social et sociétal, qui vont quand même dans le sens de ce que les consommateurs aujourd'hui veulent mettre en place. Merci pour tous ces éléments de contexte et ces données qui me semblent particulièrement intéressantes pour les entreprises. Laurence Grandcola, vous accompagnez beaucoup d'entreprises donc sur les nouveaux modèles d'affaires. Est-ce que, Véronique a parlé de nouveaux rôles pour les entreprises, est-ce que les entreprises que vous accompagnez, elles ont cette conscience-là de ce type de données aussi et des attentes des consommateurs qui sont très fortes, on le voit, ça ressort de cet observatoire. Oui, alors très clairement, dans les entreprises qui sont effectivement en B2C, c'est un des éléments de pression, un des premiers éléments de pression en fait qui les amène à transitionner. Alors pas forcément vers des modèles d'économie de la fonctionnalité. Je pense que Véronique l'a bien dit aujourd'hui. Il y a d'autres piliers de l'économie circulaire qui sont plus facilement activés par les entreprises parce que finalement c'est des marches un peu moins hautes. Quand on doit faire de l'éco-conception ou du sourcing responsable, on est en train de gérer les externalités négatives de son produit d'un point de vue environnemental. Ça ne nécessite pas pour autant de repenser complètement la relation avec son consommateur, la coopération avec d'autres acteurs, le modèle économique qu'il y a derrière. Donc finalement, c'est des leviers qui sont souvent plus facilement activés par les entreprises. Donc oui, il y a une prise de conscience des attentes des consommateurs. Nous, on a beaucoup travaillé par exemple avec L'Oréal en France. Le premier élément, alors il y a 2 éléments de pression forts qui font bouger aujourd'hui des acteurs comme L'Oréal sur notamment la gestion de leurs externalités. C'est évidemment la pression des consommateurs qui aujourd'hui se structure parce que l'action elle est plus seulement individuelle. Avec le digital aujourd'hui, on a une force de l'individu devient un collectif parce qu'on est capable de noter des produits, parce qu'on est capable de mettre des pressions
pression avec par exemple des applications comme Yuka ou autres. Donc très clairement la pression du consommateur et puis la pression de l'interne avec, et ça a été évoqué dans les introductions, la demande de plus en plus d'une recherche d'un sens au sens impact sociétal que doivent porter les entreprises. Et pour un vendeur de produits de beauté ou de shampoing, la question elle va se poser sur l'éco-conception des produits, mais aussi la pédagogie et l'accompagnement des consommateurs, parce que finalement l'impact eau d'un acteur comme L'Oréal, il est beaucoup moins dans ses usines que dans la manière dont la personne va utiliser le shampoing et se laver les cheveux sous la douche. C'est là qu'il y a un vrai impact sur l'eau. Je parle de l'eau parce que, je ne sais pas si vous avez entendu hier, mais enfin, il y a des sujets un peu critiques sur l'avenir de l'eau sur notre planète. Donc, après, l'économie de la fonctionnalité dans le shampoing, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont plutôt allés sur des modèles de vrac. On va plutôt travailler effectivement sur les conditionnements, sur l'éco-conception, sur des formules biologiques, sur la pédagogie aux consommateurs, sur des sujets d'inclusivité, parce que là on parle de l'environnement, mais il y a aussi donner accès à des bons produits à tous. Voilà, ils vont travailler sur plein d'autres dimensions sur lesquelles le marché et les consommateurs poussent avant d'aller questionner en profondeur autour de l'économie de la fonctionnalité. Donc du coup, voilà, pour bien comprendre comment se situe ce modèle de l'économie de la fonctionnalité, modèle d'affaires à impact, aujourd'hui, c'est pas forcément le chemin le plus facile, si je comprends bien en vous écoutant. Oui, je pense que c'est déjà, ça nécessite, alors Gaël et François l'ont très bien dit, d'abord il y a une notion de durabilité du produit qui est sous-jacente, c'est-à-dire que l'économie de la fonctionnalité, si elle ne va pas avec une logique de lutte contre l'obsolescence programmée, déjà elle n'a pas de pertinence économique. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire durer le bien. Et d'ailleurs c'est là qu'il y a une convergence d'intérêts. Et quand l'économie de la fonctionnalité fonctionne, là elle est très puissante parce qu'en fait il y a un alignement d'intérêts entre le consommateur qui fait des économies et qui a un usage fin, utile du bien, l'industriel qui lui est dans un modèle où il gère le cycle de vie du produit et il peut y associer des services de maintenance et économiquement c'est pertinent, et puis la planète qui est la troisième partie prenante qui là voit moins de pression sur ses ressources. Mais ça nécessite encore une fois de changer de logiciel. Donc très clairement, en tout cas nous, ce qu'on observe de notre petite fenêtre, c'est qu'aujourd'hui dans la transition des modèles à impact, c'est pas la première marche que les entreprises prennent. Alors je vais poser une dernière question à nos invités, puis après je prendrai les questions de la salle ou en ligne. Peut-être soit François Darcy, soit Gaël Keinec. Alors vous, à chaque fois, la demande est quand même issue plutôt de vos clients. C'est vos clients qui vous ont plutôt soufflé cette idée d'aller sur cette économie de la fonctionnalité. Est-ce que vous constatez qu'il y a quand même un travail pédagogique à faire avec vos clients pour qu'ils s'approprient ce modèle et cette approche, ou est-ce que, au contraire, ça a été plutôt facile? Oui, ok. Non, c'est sûr que la pédagogie ou in fine l'effort commercial est important. Faut surtout pas le négliger parce que on crée une relation différente avec notre client. On va beaucoup plus en détail dans son besoin, dans l'analyse précise de son besoin. Et donc ça nécessite un investissement commercial de la pédagogie. Qui peut d'ailleurs se justifier lorsqu'on a justement la taille suffisante de marché, lorsqu'on a la taille d'opportunité. Et pour faire écho à ce qu'on a partagé aujourd'hui, en fait, on voit que ça marche bien dans le B2B, Rolls-Royce qui loue ses moteurs d'avion, que ça marche quand on a d'un côté cette taille et de l'autre côté, je pense aussi un équilibre des expertises. Lorsque Signify parle à Michelin de l'éclairage de ses usines, en fait, en face de nous, on a des gens très pointus qui connaissent très bien leurs usines, qui connaissent très bien les impacts, qui sont capables de nous challenger au fond. Et donc, on va être capable de construire ce contrat très épais d'économie de la fonctionnalité. Et ça, c'est pas forcément facile à transmettre dans le domaine du B2C, où il y a toujours une relation du faible au fort, de la grande multinationale qui sait tout, qui a cette expertise très profonde, et du consommateur qui est un petit peu, qui est un petit peu loin. Donc, vu de loin, pour nous, c'est un frein, en tout cas, pour aller vers le B2C, parce qu'on a ce doute, et ce doute du consommateur qui se dit tout le monde, est-ce que je me fais pas avoir quelque part, quoi.
Et donc c'est plus facile à... je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire en B2B. Et voilà. Enfin, C'est la raison principale pour laquelle vous n'allez pas sur ce marché, vous ? Oui, alors on y va principalement parce que c'est plus facile pour nous. Les efforts commerciaux sont plus faciles à amortir sur des grands contrats que sur des micro-contrats avec des petits consommateurs ou du B2B2C lorsqu'on vend à dans des petites entreprises. Si on devait faire des petits artisans, des boulangeries, des boucheries, ce serait extrêmement compliqué à mettre en œuvre. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas la recette. Ouais. Est-ce que vous vouliez compléter, Gaël Keinec, cette question-là ? C'est la même chose. Effectivement, c'est plus facile en B2B parce qu'en B2B, vous pouvez faire du sur-mesure et enfin, ou en tout cas introduire des éléments qui sont variables d'un client à l'autre. C'est ça la différence, en fait. Alors qu'en B2C, vous êtes obligé de faire un contrat standard qui, le plus souvent d'ailleurs, va être relayé par une distribution et donc qui elle-même a besoin aussi de comprendre le modèle. Donc souvent, le client, au départ, a une expression extrêmement simple qu'il faut garder en tête pendant tout le projet, parce que ça se mène comme un projet, c'est je veux acheter une fonction, je veux pas acheter des pneus, moi je veux rouler des kilomètres. Ça me fait pas plaisir d'acheter des pneus, je veux avoir des kilomètres. Et il faut pas oublier ça. Mais à ce moment-là, on lui répond, c'est peut-être possible, mais par contre, il faut qu'on y travaille ensemble. Pour telle et telle raison, qu'il comprend très bien, entre autres ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la dispersion de l'usage, etc. Il n'y pense pas spontanément, mais quand on lui explique, il le comprend parfaitement. Et on rentre en coopération. On se réunit autour d'une table et on construit un contrat. Et croyez-moi, c'est bien plus agréable à vivre commercialement que du hard selling, etc., où on est dans la négociation purement frontale. Non, on rentre dans un dialogue comme on en aurait avec des collègues, où chacun aussi a sa stratégie, a ses objectifs, mais va chercher un objectif commun. Et voilà, donc ça part d'une expression assez simple, et très vite on part dans une coopération beaucoup plus profonde. Alors, on va prendre les questions du public ou peut-être en ligne. Moi, je serais intéressée d'avoir, peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont là, qui ont envie de réagir par rapport aux données qui ont été partagées par Véronique Varlin de l'Obsoco. Comment ça vous interpelle, vous fait bouger? Alors, il y a un monsieur là-bas. Alors, on va vous amener le micro, mais on va juste prendre... Ah oui, on n'a qu'un seul micro, d'accord. On prend la question de nos téléspectateurs et puis après, on vient vers vous. Alors, on l'a vu, la marche peut être haute pour les entreprises pour passer à l'EFC. Est-ce que ça nécessite des fonds propres importants? Première question. Et deuxième question, peut-être à l'occasion, c'est quelles erreurs à éviter dans cette transformation? Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de répondre à cette question? Sur la question des fonds propres, encore une fois, je crois qu'il faut distinguer la propriété, l'investissement de la performance d'usage. Et donc un modèle que nous, on met fréquemment en place, c'est quand il faut faire un investissement important, il faut acheter des produits, même les matières premières ou les composants de nos produits, il faut installer des nouveaux équipements dans une ville, dans une rue, dans une usine. Ça nécessite de dépenser de l'argent à un instant donné et on récupérera cet argent au fur et à mesure de la vie du contrat. Et notre métier à nous, c'est pas d'être une banque. Et donc, dans l'économie de la fonctionnalité, il y a aussi la coopération et savoir s'associer avec justement des financeurs, des gens qui vont apporter ce capital. C'est extrêmement important parce que ça va nous gérer la probabilité de défaut d'un client, c'est pas du tout notre métier. Donc, il faut qu'on sache se déléguer la partie financière à quelqu'un qui sait le prendre, qui sait le faire et se focaliser sur notre prise de risque. Et donc, on avait cette notion de partage de risque. Et donc, pour la partie financière, c'est très important de pouvoir faire porter ça par un financeur. Et aujourd'hui, on vit à l'ère des taux faibles. Donc, les capitaux sont là. Trouver des investissements, quand on a un business model rentable, c'est possible. La vraie clé, c'est de montrer qu'on est capable de créer de la valeur pour soi et pour son propre client, et donc pour inspirer confiance à des financeurs. Alors, merci beaucoup pour votre réponse. On va prendre votre question, monsieur. Oui. Voilà. Et moi, ma question va beaucoup s'adresser aux responsables de l'ADI Nouvelle-Aquitaine et puis du représentant du président de la région. Ok. Il est là, Vincent Bost. Voilà. Merci bien.
Du coup, moi, je voudrais savoir, parce que dans les différentes interventions, on a entendu les consommateurs ils sont toujours au centre de tout ce que nous sommes en train de dire. Je voudrais savoir, par exemple, au niveau de la région ou bien de l'agence de développement et d'innovation, est-ce qu'il y a, par exemple, des dispositions qui sont prises ou bien est-ce qu'il y a au moins en fait, des démarches qui sont mises en place pour vraiment, je veux dire, en fait, prendre en compte les consommateurs dans les différentes politiques qui sont élaborées autour de cette économie pour que ce qui est produit réponde réellement à leurs attentes et pour finalement qu'on ne se retrouve pas dans le même piège qu'on veut éviter, c'est-à-dire se retrouver dans une accumulation qui deviendra encore un autre problème pour notre environnement. Merci. Alors, peut-être, je ne sais pas, Vincent Vost, si vous avez envie de répondre très rapidement, puis après, vous pourrez poursuivre peut-être plus en détail ensemble. Ah oui, le micro, il est loin. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'après, il y aura un atelier qui rentrera vraiment plus en détail sur les dispositifs qui sont proposés par ADI et par la région. Voilà, juste peut-être quelques mots. Oui, je veux bien répondre pour ADI. Dans certains accompagnements en matière de stratégie et de design, par exemple, on a des approches de co-design où en fait on met le bénéficiaire final au centre de la conception du projet, du produit ou du service pour bâtir avec lui le projet. Et donc on part bien de l'usage final qui sera le plus utile pour concevoir justement ce projet-là. Donc on a des méthodologies, les collègues sont là d'ailleurs, hein, si je le synthétise pas suffisamment bien, ils peuvent me compléter, mais on a des méthodologies d'accompagnement qui répondent totalement à ce que vous dites pour placer l'usager au cœur du projet. Et après, ce sont pardon Julia, ce sont des projets qui sont fréquemment soutenus par la région également, voilà, soutenus financièrement. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Juste un petit on aura une question après là-haut. Un petit complément au niveau de la région. Donc, c'est dans la fondation même de ces politiques que de faire de l'écoute. Hein. Si on prend le schéma régional de développement économique qu'on est en train de reconstruire, bien sûr, on consulte. Hein. Il y a même à disposition une plateforme pour pouvoir émettre ses volontés. On a aussi des organismes qui influencent les politiques, comme le Césaire, par exemple, qui se fait aussi le porte-parole des citoyens, des consommateurs sur les attendus sociétaux. Alors merci Yves Troussel pour ce complément. Et on a deux questions là-haut qu'on va prendre rapidement parce que le temps passe et qu'on a encore des choses à voir ensemble. J'avais l'impression que le micro était plutôt basculé de ce côté-là. Ah oui, ça fait 3 questions. Okay. Oui, bonjour. Donc, par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui au niveau du modèle de l'économie de la fonctionnalité qui est très vertueuse, il y a un mot très absent qui a été depuis le début, c'est le mot croissance. Croissance économique dont on nous rabâche les oreilles au niveau politique. Donc notre modèle existant est biberonné à cette notion. Et donc, est-ce que l'économie de la fonctionnalité est compatible ou pas avec la notion de croissance économique qui reste actuellement encore très d'actualité? Voilà, merci. Eh ben, merci de mettre les pieds dans le plat. Est-ce que qui a envie de réagir à cette question? Moi, en parallèle, ou en regard du mot croissance, on peut mettre le mot sobriété. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que ce modèle économique nous assure plus de sobriété. Et alors, je vais vous parler de mon métier, de l'éclairage. Dans l'éclairage, il y a environ un gros quart ou un gros quart de l'éclairage qui sert à éclairer l'extérieur, qui sert à éclairer les routes, les parkings, donc qui sert à éclairer tous les extérieurs la nuit. Et l'éclairage des extérieurs, ça a aussi des externalités extrêmement négatives qui sont la pollution du ciel nocturne, qui sont des impacts sur la biodiversité qui sont très complexes. Et donc, il y a un moment donné, il faut qu'on soit lucide sur le passé, sur la façon dont on a éclairé nos villes, dont on a éclairé nos espaces, et qu'on ait beaucoup plus de sobriété dans la façon dont on éclaire nos espaces nocturnes, nos espaces de vie nocturnes. Et donc, l'économie de la fonctionnalité, elle va
en quoi elle peut nous aider? En fait, elle va se focaliser sur la performance d'usage. Et donc, si dans la performance d'usage, on introduit la notion de trame noire, c'est-à-dire de ne pas éclairer des zones qui respectent des couloirs de biodiversité dans la ville, si on introduit des notions de plan lumière, c'est-à-dire de planification de l'éclairage dans la ville, c'est-à-dire où on va éclairer le centre-ville assez fort, parce qu'au moment où il y a de la vie jusqu'à minuit, mais après minuit, on va baisser très fortement, où on va éteindre certains quartiers à certains moments parce que c'est des quartiers résidentiels qu'il y a plus de vie. Alors tout ça, ça nécessite de la concertation, ça nécessite des échanges. Mais l'atteinte de ces objectifs, en fait, plus on va aller finement dans la compréhension des enjeux, plus on va être capable d'offrir quelque chose qui sera différent. On n'éclairera pas forcément Châtellerault comme on éclairera Saint-Malo, comme on éclairera Paris. Il y a des villes avec des besoins différents, des activités différentes. Et dans le cahier des charges de chacune de ces collectivités locales, on va pouvoir introduire une fonction importante qui est la protection du ciel lumineux ou la protection de la biodiversité. Et donc la sobriété, elle va venir en fait comme une performance d'usage supplémentaire au-delà des économies d'énergie promises par un système comme la LED qui peut faire beaucoup d'économies d'énergie. Et alors, juste pour finir sur la croissance, finalement l'enjeu, c'est d'arriver à créer de la valeur économique autour de ce service et de fournir cette valeur économique, de créer un modèle qui soit rentable. Nous, on est une entreprise à but lucratif, c'est vraiment notre objectif. Donc on veut continuer à créer de la valeur économique, mais il faut découpler la valeur d'usage. Si le point lumineux, il est là pour être allumé moins souvent, moins fréquemment, à moins haute intensité, finalement, ça ne change pas sa valeur d'usage et la façon dont on peut le commercialiser avec une collectivité locale. Gaël Quinet, vous aviez envie de compléter? Oui, parce que c'est une question de fond, mais l'économie de la fonctionnalité, elle va mobiliser l'intelligence humaine, l'intelligence d'une coopération sur le choix du bon levier. Si le bon levier, c'est la sobriété, alors elle va aller vers la sobriété. Si le bon levier, c'est la réparabilité, alors elle va aller vers la réparabilité. Vous voyez, cet écran de télé, moi, quand il y a 30 ans ou 50 ans, il y avait un réparateur. S'il tombait en panne, mon père, il allait l'amener chez un réparateur avec une jolie enseigne Philips. Ce réparateur, il était là, c'était un emploi local, il contribuait à la vie de la ville, etc. Tout ça, ça a disparu. Aujourd'hui, le modèle économique que nous avons collectivement construit fait que c'est mieux économiquement d'aller en chercher une autre de Chine, de la jeter, de la chercher une autre de Chine. Donc on détruit de la planète et on détruit de l'emploi. Alors l'économie de la fonctionnalité inverse complètement ça. L'économie de la fonctionnalité va réinventer des métiers qui ont disparu parce qu'il va leur redonner de la rentabilité, tout simplement, parce qu'on reste dans une logique libérale à laquelle on est, en tant qu'entreprise, bien sûr, très, très attaché. On va redonner un sens économique à l'intervention locale. Donc, on va recréer de l'emploi local. On va voir revenir, si cette télé était vendue à l'usage, il y aurait des réparateurs de télévision. Là, le levier, il n'est pas antinomique de la croissance, au contraire, et c'est peut-être en cela qui va intéresser d'ailleurs nos élus, il va gérer de l'emploi local. Donc voilà, donc là, l'économie de la fonctionnalité, elle remet l'intelligence humaine sur la coopération des fameux 3P, prospérité, planète et personne. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous d'accord là-dessus, Laurence? En fait, j'ai le sentiment qu'on est assez politiquement correct collectivement sur ce mot et que monsieur nous a un peu poussé dans nos retranchements. Très clairement, moi j'ai le sentiment que les entreprises qui commencent à s'interroger sur un changement de logiciel, elles commencent aussi et elles sont assez peu nombreuses, et finalement, elles se posent aussi la question de la croissance de quoi ? Finalement, aujourd'hui, le problème, c'est que la croissance, elle est intimement liée à la croissance économique, à la croissance du PNL, et on réinterroge pas tellement les indicateurs de croissance qui pourraient être la croissance du bien-être, la croissance des emplois, et finalement aujourd'hui, mais parce que dès qu'on sort le mot croissance, il y a des leviers de bouclier, donc il faut surtout pas aux entreprises. Nous, notre métier, c'est d'accompagner des entreprises, donc on s'est interdit de dire le mot décroissance, on commence à évoquer la post-croissance, en tout cas des modèles où de toute façon, il y a des secteurs qui vont être en décroissance très forte, d'autres qui vont être sur une croissance différente, d'autres indicateurs. Effectivement, la valeur économique est
un des éléments à regarder dans l'équation globale, mais en fait, il faut regarder la croissance d'autres indicateurs. Moi, je pense que ça vient votre question, elle vient nous questionner sur finalement, c'est quoi réussir sa vie plutôt que de réussir dans la vie. C'est quoi ce qui mesure la performance et la résilience d'une entreprise? Est-ce que c'est que son PNL? Et à l'échelle d'une région ou même d'un État, est-ce que le PIB est le seul indicateur qu'il faut regarder, ou est-ce qu'il faut s'interroger sur typiquement des indicateurs de santé, de bien-être? Quand on voit qu'aux États-Unis, le PIB continue à croître, mais que tous les autres indicateurs de bien-être des gens, de sécurité, tout ça est en chute libre, ça vient quand même questionner la raison d'être de tout ça et le pourquoi de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence climatique nous met face à ce type de questions. Alors, on va prendre rapidement les 2 dernières questions parce qu'on arrive en fait à la fin de cette table ronde. Et je vous demanderai du coup d'être très concis. Ok, bonjour. Moi, je voulais revenir sur la question juridique parce que vous l'avez abordé. Par exemple, c'est les Français qui pensent qu'il faut des normes, entre guillemets, sur les entreprises. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le meilleur moyen de freiner, en fait, par exemple, l'économie de la fonctionnalité? Parce que si les gens sont un peu contraints par des normes juridiques, peut-être ça ne va pas les pousser en termes de motivation à y aller. C'était ça ma question. Ouais, sur la dimension juridique. Bon, alors, ouais, je me tourne vers vous. Parce que... Oui, alors, effectivement, je suis un peu d'accord avec vous sur le modèle où il serait interdit d'acheter un appareil à raclette. On imagine tout ce qu'il faudrait interdire avant d'arriver à interdire l'appareil à raclette, et donc ça fait quand même un petit peu peur. Mais par contre, on peut être incitatif, et la puissance publique a 2 manières d'être incitative. Une première qui est ce qu'elle fait ici, et je voudrais souligner d'ailleurs que c'est remarquable et que c'est pour ça qu'on est là quelque part, c'est l'effet de signal. Souvent, la puissance publique sous-estime son effet de signal. C'est important d'envoyer des signaux aux entreprises, de dire attention, l'avenir c'est ça. Et donc c'est ce que vous faites par ce type d'événement, parce que c'est vrai, et Véronique l'a bien expliqué, il y a une tendance très lourde, une attente très forte des consommateurs. Donc oui, l'avenir c'est ça. C'est pas simple, parce que oui, la transition, c'est pas simple. On connaît la simplicité du modèle actuel, mais sa non-durabilité. Inventer un modèle durable, c'est pas simple, mais c'est là. Donc effet de signal. Et puis, il pourrait y avoir un autre effet, qui est l'effet incitatif fiscal. Voilà. Aujourd'hui, si je continue sur ma métaphore de la télévision, aujourd'hui, la télévision, je paye la même TVA que je l'achète en économie de la fonctionnalité ou en économie transactionnelle. Est-ce vertueux? Et si alors les entreprises, vous allez dire, elles ne payent pas le TVA, oui, alors peut-être les cotisations sociales, puisqu'on a dit que ça crée de l'emploi local. Voilà des réflexions qui pourraient être menées à niveau politique. On les lance quand on a l'occasion de les lancer. C'est pas notre travail, mais effectivement, il pourrait y avoir des logiques incitatives pour aider les gens à acheter à la fonctionnalité, puisque on le sait, c'est vertueux pour les 3 P, mais c'est difficile. Donc voilà, il y a ce levier. Alors, on prend la dernière question. Je crois qu'il y avait une dernière question où j'ai rêvé. Oui. Non, c'est monsieur. Tout à fait, par rapport à la diffusion, puisqu'on est là quand même pour essayer de faire gagner du terrain à ces modèles dont on a vu qu'ils sont très intéressants. Mais on a vu en même temps qu'il fallait changer de logiciel, que c'était extrêmement structurant, etc. Donc on a exploré la piste politique et réglementaire. Là, je m'adresse aux praticiens de l'économie de la fonctionnalité. Comment est-ce qu'on peut faire pour inciter plus d'entreprises à se lancer dans la démarche? Parce que là, effectivement, quand on l'entend comme ça, on se dit c'est très intéressant, mais c'est pas pour moi et c'est pas pour demain. Alors, une petite réponse. Et après, je pense que dans l'atelier suivant, vous aurez des éléments de réponse aussi à cette question. Oui, j'allais renvoyer la balle à Vincent de l'ADEME. Mais enfin, c'est sûr que c'est pas simple. Nous, transitionner vers l'économie de la fonctionnalité ou transitionner vers des modèles à impact, dans l'absolu, ça nécessite de se mettre en mouvement, de changer d'un paradigme d'économie linéaire qui était quand même assez simple et qui a quand même guidé des modèles de croissance depuis des décennies. Donc, on est vraiment, je pense, sur un changement culturel. Ce changement culturel, ça passe par de la pédagogie,
pédagogie, et donc c'est ce que effectivement cet événement permet de faire, de l'exemplarité, et donc nous on pousse beaucoup aussi des dirigeants, et c'est ce que font aujourd'hui nos amis de Signify et de Michelin, mais à venir partager, porter la bonne parole, à être aussi se mettre en collectif. Sur l'incitation, le mouvement de la TVA responsable qui a été porté par Aimé Jacquia, qui est un entrepreneur de Niort, c'est aussi intéressant. Donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Moi, ce qui m'a amusé dans les slides de Véronique, c'était que les consommateurs disaient oui, il faut vraiment que la réglementation, elle vienne inciter les entreprises. Enfin, il n'y avait rien sur comment la réglementation peut inciter les consommateurs. Et effectivement, je pense qu'en revanche, ce qui était ressorti, c'est que le citoyen se sent partie prenante. Et donc, on a tous un rôle à jouer finalement dans cette diffusion, cette pédagogie. Et à minima, si on ne se l'applique pas tout de suite à soi-même, c'est d'être capable d'en parler à d'autres dirigeants qui ont peut-être plus de capacité d'investissement aujourd'hui. Voilà. François Darcy, oui, un petit mot de la fin. Ouais, je ne sais pas si c'est un mot de la fin, mais dans la transition, moi, il y a un autre levier qu'on n'a pas cité, qui sont les achats publics. Les achats publics, c'est une masse importante, c'est un effet signal, c'est un effet d'exemplarité, ça permet de montrer l'exemple. Et aujourd'hui, les règles du code des marchés publics font que c'est pas toujours très simple d'acheter de la fonctionnalité. Les règles fiscales, aujourd'hui, c'est presque le contraire. C'est-à-dire, lorsqu'on achète une fonctionnalité, c'est du coût de fonctionnement, c'est pas de l'investissement, alors que l'investissement est détaxé pour les collectivités locales. Donc, il reste plein de petits grains de sable sur le chemin qui sont pas si simples que ça, qu'on peut lever en fait ponctuellement quand on met beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a toujours la réglementation française n'est pas si mal faite que ça. Il y a toujours des voies de contournement qui sont légales et réglementaires, mais qui sont complexes. Et donc, c'est pas simple. Et donc, dans la facilitation, je pense qu'on a besoin de plus de réglementation, mais dans le sens de plus de facilitation. Alors, Gaël, vous vouliez dire quelque chose, mais alors vraiment très très court, parce qu'après on va... Oui, non, je voulais juste, parce qu'on souligne beaucoup les difficultés. C'est vrai que le chemin est long, mais je voulais juste vous passer le message que c'est extrêmement gratifiant. C'est-à-dire que c'est non seulement rationnel, mais c'est très sympa à vivre. Et c'est très sympa pour vos équipes. Vos équipes auront un plaisir à travailler pour celles qui arriveront. Alors c'est vrai que peut-être le commercial traditionnel, habitué à la vente confrontationnelle, il aura du mal, mais ceux qui arriveront auront un engagement à défendre vos modèles économiques qui sera sans commune mesure parce qu'il sera nourri de l'énergie du client. Et quand on fait l'économie de fonctionnalité, c'est vrai qu'on est un petit peu déprimé quand on sort du bureau de son comptable et de son directeur commercial, mais qu'est-ce qu'on prend comme énergie quand on retourne chez le client? C'est le sens de l'histoire. Eh ben, merci beaucoup pour ces mots de conclusion qui étaient très positifs. Merci à tous les quatre. Il y a un petit temps de pause et puis vous poursuivez ensuite avec un atelier, donc notamment avec Vincent Dargène de l'ADEME qui va pouvoir vous détailler les accompagnements qui sont mis en place par l'ADI. Merci encore à nos quatre invités et puis bonne matinée à tous.